bonsoir, merci à tous pour votre présence ce soir au Musée de la Romanité à l'occasion de cette table ronde que le Musée de la Romanité est ravi d'accueillir. Pour nous, la table ronde, elle intervient dans le cadre du cycle Homo Detritus qu'on déroule depuis le mois de septembre, qui a traité du déchet du point de vue de l'archéologie, mais on a essayé de faire des mises en perspective avec les problématiques actuelles. Ce soir, donc, sont les étudiants du Master Psychologie sociale et environnementale qui organisent la table ronde. Donc, je laisse la parole à Camille et je vous souhaite une bonne soirée. C'est filmé. Est-ce que vous pouvez juste couper les téléphones? Et voilà. Bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde pendant laquelle nous allons discuter de la thématique des déchets dangereux, de leur devenir, de leur impact sur les générations futures et sur l'environnement. Nous sommes Camille, Souleymane et Fabio. Nous sommes donc des élèves du Master de Psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nîmes et nous serons les animateurs de cette soirée. Nous sommes également membres de l'association CES UNIM qui s'occupe tous les ans depuis 2019 d'organiser la semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité. Cette année, la CES a pour but de mettre en valeur l'écologie collective et l'ancrage du projet étudiant dans la ville de Nîmes. C'est pourquoi nous avons la chance de faire ce partenariat avec le Musée de la Romanité. Et c'est dans le cadre du cycle Homo Detritus et de la CES 2024 que cette table ronde peut avoir lieu. Nous tenons à remercier chaleureusement le musée. Alors maintenant, pour vous expliquer comment la soirée va se dérouler, nous sommes accompagnés de 3 enseignants-chercheurs de l'université, Elsa Kos, Isabelle Técher et monsieur Oscar Navarro. Souleymane et moi allons leur poser des questions en rapport avec la thématique. Et puis Fabio va passer le micro dans le public. Si vous avez des questions, à n'importe quel moment, vous pouvez lever la main et puis on essaiera de vous donner le micro. Si vous souhaitez rebondir ou poser des questions. Le but de la soirée, c'est que ce soit un échange dynamique et participatif, donc n'hésitez pas à intervenir. Maintenant, je vais demander aux intervenants si vous pouvez, à tour de rôle, en précisant votre discipline, vous présenter et l'apport de votre discipline à la thématique des déchets. Voilà. Je veux bien commencer. Merci d'abord aux étudiants pour nous avoir invités, conviés à cet événement, à cet échange qu'effectivement on voudra interactif, donc n'hésitez pas. Donc moi je suis Isabelle Técher, je suis professeure à l'Université de Nîmes et je sévis dans une discipline qui s'appelle la géochimie isotopique. Donc c'est un nom peut-être un peu barbare pour certains d'entre vous. Globalement, je travaille dans le domaine des sciences de l'environnement. En regardant le corps plutôt chimie de l'environnement. Donc je m'intéresse à la chimie de l'environnement et aux enjeux autour de cette chimie de l'environnement. Donc dans ce contexte-là, je me suis intéressée très tôt dans ma carrière à la problématique des déchets, puisque les déchets vont circuler dans nos environnements et pourraient avoir des impacts sur ces environnements et également sur l'homme. Donc je regarde un certain nombre de particularités autour de ces déchets, ce qu'on va appeler, j'en rediscuterai peut-être un petit peu plus tard, des interactions entre les déchets et leur environnement. Et je me suis surtout intéressée à une catégorie de déchets dangereux que sont les déchets radioactifs. Et depuis quelque temps, à d'autres types de déchets qui sont dangereux, mais on ne les imagine même pas dangereux, qui sont des sédiments qu'on trouve au fond des canaux, des chenaux ou des ports qui abritent nos bateaux et qui peuvent avoir un caractère dangereux. Donc je regarde ces déchets et j'essaie de trouver, l'objectif c'est de trouver des solutions pour les gérer au mieux, pour protéger l'homme et l'environnement. Donc voilà, et je suis en parallèle au niveau de l'université enseignant, donc je suis responsable de formation, l'une de niveau licence professionnelle en lien avec la gestion des déchets radioactifs et un master de 2e année sur la sûreté nucléaire.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Elsa Kos. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nîmes en psychologie sociale et environnementale. Je suis aussi chargée de mission développement durable pour l'Université de Nîmes. Alors moi, le déchet peut être un des objets de recherche, mais pas le seul, c'est vrai. Donc je m'intéresse plutôt aux relations intergroupes, et notamment aux relations de pouvoir entre les groupes et aussi aux conflits d'usage qu'il peut y avoir autour des ressources. Donc au niveau des déchets, mon apport, ça va plutôt être au niveau de la perception des risques liés aux déchets et aussi par rapport à la production de déchets, donc pour essayer de comprendre et de modifier les comportements qui peuvent être en relation avec les déchets pour leur gestion, pour leur production. On va dire que les deux expériences que j'ai les plus proches de la thématique des déchets sont un programme de recherche sur les déchets ménagers, ainsi qu'un programme de recherche sur les micropolluants. On s'éloigne presque un petit peu de la question du déchet, mais les micropolluants dans l'eau. Voilà, donc je compléterai plus les questions ce soir d'un point de vue psychosocial, comme mon collègue. Bonsoir et merci donc les étudiants, les étudiantes pour avoir organisé cette semaine et pour l'invitation ce soir. Donc je suis le moins spécialiste de la question, donc surtout on va écouter ensemble mes chers collègues. Et donc je suis Oscar Navarro, je suis donc enseignant-chercheur également en psychologie sociale et environnementale. Donc voilà, de façon générale, notre discipline cherche à étudier, analyser, à comprendre les liens de l'humain à l'environnement, à son environnement, qu'il soit construit ou naturel. Bon, voilà, là, ça commence à créer des catégories aussi, et donc à diversifier les regards que l'on peut porter sur ces rapports au monde, finalement. Bien entendu, la question nous intéresse de façon fondamentale, parce qu'effectivement, voilà, on produit des déchets. Pourquoi et comment on les gère, et éventuellement ces déchets qui vont devenir des sources de risques. Donc moi, mes thématiques des recherches, mon regard, ça va être surtout sur ce rapport au risque éventuellement, et sans être effectivement du tout connaisseur de la particularité des déchets, mais bon, ça serait éventuellement plus l'apport des collègues. Moi, éventuellement, je compléterai si besoin sur ce lien avec les risques en fait. Et éventuellement, dernièrement, on va dire, dans ce regard, ce rapport au risque en fait, et d'ailleurs du fait aussi des collaborations dans un projet européen, on est maintenant davantage un petit peu intéressé sur le devenir. Voilà, sur comment on anticipe, on va dire psychologiquement parlant, comment on se représente l'avenir dans ce cadre, voilà, des risques. Donc éventuellement, on s'intéresse à des phénomènes naturels notamment, mais je pense que le rapport au temps aussi vient compléter ce rapport donc au risque et aux déchets éventuellement. Bref, donc ça pourrait être éventuellement l'élément en plus, ou pour compléter un petit peu la possibilité et dans le débat, que de voir effectivement plutôt le rapport au risque et dans la question du temps aussi. C'est pas que le risque pressant, le risque actuel, mais le risque qui viendra, et éventuellement, ce qui nous permet aussi d'imaginer ce que l'on peut faire maintenant. Donc, comme tu disais, pour peut-être mieux gérer ces situations actuellement. Voilà. Donc, comme peut le mettre en valeur l'exposition Homo detritus, les déchets sont un sujet qui a toujours plus ou moins occupé une place dans la société. D'un point de vue social et historique, comment peut-on expliquer l'explosion du nombre de déchets produits depuis le siècle dernier ? Je vais laisser allumer, si c'est pas gênant. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être scientifique pour répondre à cette question. La vision que j'en ai, peut-être que vous la croiserez ou pas. On est dans une société qui s'est énormément industrialisée, dans laquelle on a de plus en plus de technologies, dans laquelle on cherche de plus en plus de confort. Et face à ce confort, on n'a pas de problématique à considérer que tel ou tel matériau n'est plus utile, parce que c'est la définition même du déchet, c'est qu'il n'est plus utile pour son possesseur.
Donc à partir du moment où il ne nous est plus utile et qu'on peut changer pour quelque chose de mieux, de différent, de plus adapté, on va le considérer comme matière à déposer. Et à ce moment-là, je dirais la posture la plus immédiate, si on n'est pas un petit peu sensibilisé, c'est de le mettre effectivement dans ce fameux conteneur qu'on appelle la poubelle. Donc pour moi, c'est un petit peu cette industrialisation, cette montée en niveau en fait, de confort de notre société qui a conduit à cette augmentation de déchets, toutes catégories confondues. Je veux bien compléter aussi, exactement dans la lignée de ce que tu dis. C'est pareil, il n'a pas besoin d'être scientifique pour constater ça. Mais la société de consommation est même une norme sociale qui nous a poussés à consommer et à surconsommer comme un indice aussi de richesse et de statut social. Donc avoir mieux, posséder mieux, sans cesse renouveler nos possessions. C'est aussi ce qui a permis, dans une époque peut-être où on n'avait pas conscience, par exemple dans les années 80-90, où on avait peu en tout cas, ce n'était pas la majorité qui avait conscience des problématiques pouvant être générées par la surconsommation. C'était vraiment un indicateur de bonne trajectoire de vie. Donc ça pourrait donner un élément de réponse par rapport à l'explosion des déchets. Et éventuellement, je pense que ça fait poser quand même la première question en quoi cette idée des croissances est liée à l'idée de déchets, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a un croissement matériel et que par ces croissements, en fait, on entend déjà la notion, par exemple, des développements. Et pour revenir sur des dimensions plutôt psychologiques, en fait, comme pourrait-on dire, en fait, satisfaire en fait, des besoins, donc Brunner, etc., la croissance et même l'idée des réussites qui peut être liée, elle est liée donc à cette production des déchets. Donc quelque part, il y a c'est dommage qu'on n'ait pas, comme d'habitude, nous, avoir des images, des courbes, etc., mais presque, je pense que c'est une intuition, à vous de nous dire, mais on a l'impression qu'il peut être partagé assez rapidement, de dire plus il y a eu cette croissance économique et surtout matérielle, ou à travers des artefacts matériels en fait qui permettent éventuellement de considérer une société comme étant meilleure, même d'ailleurs par rapport à une autre, et elle est liée aussi à ces déchets-là. Mais la question qui est posée, donc déjà, est-ce que c'est bien cela la croissance, l'idée des croissances et des réussites éventuellement est bien liée à ça. Donc, parce que je suis en train de dire quand même de façon assez caricaturale que plus on a des déchets, plus on a un niveau de croissance importante. Parce que plus on a des matières et plus on se débarrasse des objets rapidement. Et c'est la capacité à pouvoir se débarrasser rapidement des objets pour en avoir de nouveaux qui finalement devient un peu de façon caricaturale l'image même de la réussite. Voilà, d'une part, donc ça pose des questions sur le plan psychologique. Est-ce que c'est bien ça qui contribue à l'idée des réussites, voire des bonheurs, en fait, in fine. Et puis, d'un autre côté, là, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait finalement de tout ça, de tous ces déchets-là. Donc, on commence à les amener ailleurs, à les exporter ailleurs. Voilà, nos vieilles voitures, nos vieux téléphones, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, sans parler, voilà, où va finir ces verres ou ces bouteilles par la suite, etc. Donc voilà, bon, c'était juste pour rebondir. Et l'idée, c'est que voilà, c'est un choix de société. Et il y a cette idée que la société moderne, elle est l'indicateur voilà, de cette soi-disant modernité et la quantité de déchets que l'on produit. Pour ouvrir aussi la discussion, le débat, éventuellement des problématisés. Donc, Oui, très bien. Et donc du coup, pour basculer sur la question des déchets dangereux, qu'est-ce qui rend un déchet dangereux pour les humains et les autres êtres vivants même, et donc aussi pour l'environnement, et quel est le lien entre déchets, environnement, humain? Alors tout le monde me regarde, mais justement, moi je trouverais assez intéressant d'avoir le regard et la réponse de quelqu'un qui n'a pas la définition scientifique et réglementaire. Donc je m'adresse à mes collègues. Ils vont peut-être pas aimer. Oui, parce que du coup, quand j'ai commencé un peu à essayer de problématiser, j'ai envie maintenant de dire, dans la suite de ce que je viens d'évoquer, que en quoi
Alors, est-ce que c'est là, justement, on va discuter, est-ce que c'est certaines caractéristiques chimiques, biologiques de certains déchets, ou est-ce que c'est cette accumulation, finalement, de n'importe quel déchet qui devient dangereux? C'est-à-dire, voilà, le danger, il est où? Il est dans les caractéristiques de la matière, éventuellement, parce que j'imagine que c'est un peu comme ça qu'on imagine dans un premier temps. Mais si je continue dans ma logique lancée, là, puisque... Est-ce que c'est juste cette accumulation, finalement, qui devient dangereuse? Je ne sais pas. Réglementairement parlant, effectivement, c'est la composition même d'un matériau et le fait qu'il contienne une substance, une molécule ou n'importe quel type de substance qui génère une dangerosité. Et une substance pour laquelle il y a eu une reconnaissance par la communauté scientifique de l'impact qu'elle peut avoir sur l'homme ou sur l'environnement. Par exemple, on peut avoir des matériaux, des objets qui contiennent une substance qui a un effet comme déclenchant des cancers. Cette substance est donc dangereuse. Le matériau qui la contient est dangereux. On peut avoir aussi des matériaux qui ont des capacités à générer des phénomènes dangereux, donc par exemple explosifs ou inflammables. Dès lors où ils répondent à cette inflammabilité, ce côté explosif, ils sont dangereux. Donc c'est vraiment une définition réglementaire avec une liste qui est définie dans des textes de loi, qui n'est pas une liste exhaustive parce que c'est une liste qui peut évoluer avec nos connaissances scientifiques. Et on parlait tout à l'heure du temps. Et effectivement, le déchet aujourd'hui dangereux ne l'était peut-être pas dans le passé et ne sera peut-être plus dans le futur. Et en fait, on fait évoluer nos connaissances scientifiques vis-à-vis d'un caractère donné d'un matériau. Donc cette liste, elle existe, elle définit un certain nombre de critères de dangerosité dans lesquels on va pouvoir identifier tel ou tel objet. Oui, bonsoir. Du coup, là, vous donnez une définition du déchet dangereux par ce qu'il contient. Un déchet pouvant aussi être défini par l'intention d'abandon, c'est-à-dire à partir du moment où on n'a plus l'intention de l'utiliser, c'est donc un déchet. Déjà, la définition, elle n'est pas universelle. C'est-à-dire ce qui va être un déchet pour moi, ne sera pas un déchet pour un petit jeune qui travaille dans un atelier de forgeron en Afrique de l'Ouest, puisque, alors là, on rentre dans les considérations entre le prix de la matière vis-à-vis du prix de la main-d'œuvre. Donc ici, on gâche beaucoup de matière, donc on produit du déchet parce que ça vaut pas le prix qu'on est payé ne vaut pas la peine d'être consacré pour le préserver. Mais ça, c'est déjà une parenthèse que je fais. Donc je m'égare un peu du sujet. Mais en fait, l'homme, ou du moins la civilisation occidentale, étant une machine à transformer de la ressource en déchets, globalement, c'est un peu ce qui se passe. Est-ce que finalement, tout déchet n'est pas un déchet dangereux? Alors, votre intervention est très pertinente. Effectivement, la définition qui est dans le Code de l'environnement le spécifie bien. Le déchet devient un déchet dès lors qu'il n'est plus utile pour son possesseur. À partir du moment où on identifie une autre possibilité de l'utiliser, de le réutiliser, il sort de la catégorie déchet. Et c'est ce qu'on va appeler justement la possibilité de valoriser la matière et donc de la mettre dans un cercle vertueux, on va dire, du système. Après, il y a une autre problématique, c'est qu'on peut identifier des possibilités de réutiliser une matière qu'on ne considérerait pas utile, par exemple, sur un territoire donné, et l'envoyer dans d'autres pays. Là, on est sur une réglementation qui est très complexe parce que les déchets appartiennent à une nation donnée. Donc, on n'a pas le droit de l'envoyer ailleurs pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Donc, il y a énormément de complexité autour de ce sujet. Et ensuite, est-ce que tout matériau non utile est dangereux? Non, parce que la dangerosité, elle est vraiment définie par le Code de l'environnement et s'appuie vraiment sur des impacts pour l'environnement. Si je prends un exemple tout bête, je prends un matériau qu'on appelle inerte, un béton
C'est un matériau qui ne réagit pas dans le temps, que très peu, et qui ne va pas générer de réactions qui vont mettre en danger l'environnement et la société. Ce matériau, si je le pose n'importe où, à part un effet visuel qu'on peut discuter, il n'aura pas d'impact néfaste sur l'environnement et donc il n'est pas considéré comme dangereux. Par rapport ? Oui, mais ce n'est pas un impact environnemental. Mais au moment où on le produit, il n'est pas déchet, on est sur la matière, on est sur la ressource. Donc, oui, c'est pour ça que je disais tout déchet. Est-ce que tout déchet n'est pas dangereux dans la mesure où effectivement, compte tenu de son sac à dos écologique, alors qu'on l'abandonne, c'est-à-dire on a consommé du sable, on a créé des gravières qui ont flingué la biodiversité, on a créé du ciment en grand renfort d'émissions de CO2, etc. Et ça, on l'abandonne. Alors que finalement, ce morceau de béton, si on peut le retransformer en gravat, enfin en granulat, pour façon à refaire effectivement de la construction, ben là, effectivement, on enlève son côté dangereux. C'est-à-dire, c'est le fait même de l'abandonner qui est dangereux. C'est ça que je veux dire. Oui, je veux dire, il a un bilan carbone eau, matière première immense. Et on ne le considère pas comme dangereux le fait de l'abandonner. C'est ça qui est un peu problème. Oui, alors là, on est sur des notions de dangerosité qui ne sont plus sur le même périmètre. Mais par contre, l'ensemble des textes de loi, l'ensemble des directives aujourd'hui françaises qui nous amènent à gérer les déchets, elles vont pleinement dans le sens que vous soulignez. C'est-à-dire que la matière, dans un premier temps, avant même de la considérer comme déchet, on doit réfléchir aux pistes de réutilisation, de valorisation de sa matière pour la rendre utile pour un système donné. C'est-à-dire de faire en sorte, ce sont les premiers axes de la directive sur la gestion des déchets, c'est de faire en sorte de ne pas le faire entrer dans le statut de déchet, ce fameux matériau. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle de la minimisation, de la prévention. Avant d'entrer effectivement dans une démarche où là, on a identifié différentes filières, différentes pistes, on ne peut pas le réutiliser, donc là, oui, je vais regarder ce que je peux en faire. Je sais pas si vous voulez... Non, mais juste pour ajouter que la question est très intéressante, mais elle touche à la refonte de notre modèle économique. Ça serait, enfin, on va dire là, ce que vous évoquez, c'est les aspects de gestion et qui dépassent simplement la production d'une matière avec une fin linéaire de déchets. Donc déjà, ce modèle-là, il ne change pas d'emblée pour une économie circulaire, mais d'envisager déjà une suite avant le statut de déchet, voire un non-statut de déchet avec une réutilisation, je pense que c'est quelque chose qui évolue. Mais c'est pour ça que c'est une question de fond que vous posez. Et on n'y est pas encore. Mais vous avez raison. Si je peux, bon après j'ouvrirai énormément de portes, mais ça serait aller aussi dans votre sens. Aujourd'hui, on parle beaucoup des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, qui sont effectivement qui apporteraient énormément d'atouts à notre environnement ou à notre économie en matière de production d'énergie. Mais aujourd'hui, les technologies pour exploiter ces nouvelles ressources, on le sait, sont des technologies qui vont produire des déchets. Donc, est-ce qu'il faut y aller, même si on va produire des déchets, ou est-ce qu'il faut freiner des cas de fer ? Nouvelle question. Quels sont les effets d'une exposition à un déchet radioactif sur un humain ? Et est-ce que ces déchets présentent d'autres dangers sur les humains que les dangers d'ordre physique ? Alors, je vais peut-être donner la question à mes étudiants qui sont là. Alors, en fait, la question est trop ouverte pour pouvoir y répondre de façon très, très précise. Déjà, dans la question, si vous pouvez revenir, vous avez parlé de déchets nucléaires ou de déchets radioactifs ? Radioactifs. D'accord, donc déjà, on précise. En fait, tout dépend du type de déchets radioactifs. Dans la filière nucléaire, on produit effectivement des déchets qui ont ce caractère dangereux d'être radioactifs, donc d'émettre des rayonnements. Et on n'est pas exposé de la même façon, on n'est pas exposé aux mêmes risques de la même façon
de tous les types de déchets. Il y a différentes catégories de déchets. Et aujourd'hui, donc, il y a un organisme qui s'occupe de la gestion des déchets radioactifs en France qui s'appelle l'ANDRA. L'ANDRA a mis en place une catégorisation de ces déchets radioactifs qui nous permet de donner, on va dire, un niveau, on va dire, de dangerosité avec des déchets qui sont très faiblement radioactifs jusqu'à des très hautement radioactifs. Et donc, le danger, il est très variable en fonction de ce type de déchets. Et il existe des déchets, je disais que j'ai des étudiants qui sont dans la salle, ils pourront peut-être compléter, certains travaillent dans l'industrie nucléaire. Il existe des déchets radioactifs auprès desquels vous pouvez travailler en ayant une simple protection comme une blouse et un gant, comme dans l'industrie chimique. D'autres déchets, par contre, pour lesquels, si vous n'avez pas des barrières de plomb, des murs de baryte, en quelques heures, il ne restera pas grand-chose de vous. Donc voilà, tout est vraiment variable parce que dans la filière nucléaire, il y a différents types de déchets radioactifs qui sont produits avec des dangerosités qui sont différentes. Et aujourd'hui, 90% des déchets radioactifs de notre filière sont des déchets au contact desquels on peut travailler. Voilà, le danger est faible. Oui, il y avait une question ou une remarque ou un commentaire. Merci. J'avais entendu parler vaguement d'un plan pour justement réutiliser les déchets radioactifs, vu qu'il y avait encore du rayonnement et donc encore potentiellement une production énergétique, mais supprimé par Macron en 2018. Est-ce qu'il y a un plan encore qui existe pour réutiliser les déchets ? Alors non, il n'y a pas. Enfin, j'ai pas de mémoire, j'ai pas entendu parler de plan supprimé par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, effectivement, pour tous les déchets radioactifs, il y a une stratégie globale qui a été arrêtée, qui est la stratégie d'éliminer les déchets dans des installations d'enfouissement en stockage, comme on le fait pour un certain nombre d'autres déchets dangereux dans nos industries. Depuis 2022, effectivement, il y a eu une ouverture dans la stratégie de gestion qui consisterait à laisser possible la valorisation de certains déchets radioactifs, principalement des déchets métalliques et les déchets de gravats. Justement, lorsqu'on fera du démantèlement d'installations nucléaires, on arrivera à un moment donné à déconstruire les bâtiments. On va avoir du béton. Est-ce que ce béton, on doit le considérer comme un matériau dangereux et en faire des installations de stockage où le danger est quasiment nul. Donc il y a un décret qui est sorti en 2022 qui permet justement la sortie de l'élimination en stockage de ces déchets métalliques et de ces gravats. Le décret reste quand même aujourd'hui difficile à appliquer puisqu'il dit qu'on va pouvoir valoriser des déchets métalliques et des gravats de la filière nucléaire s'ils sont faiblement contaminés. Mais aujourd'hui, on n'a aucun seuil de contamination qui ont été fixés. Donc on attend encore des arrêtés pour pouvoir dire à partir de quel moment on peut considérer qu'un métal qui sort de la filière industrielle nucléaire peut être valorisé, auquel cas on va le fondre et on va pouvoir le réutiliser, soit en interne de la filière nucléaire, soit peut-être dans une autre filière industrielle. Pour le moment, d'un point de vue opérationnel, il n'y a rien qui est effectif. Mais c'est rendu possible par un décret. Mais ces déchets, si on n'a pas de seuil aujourd'hui, on sait très bien lesquels vont être concernés. En fait, lorsqu'on fait du démantèlement d'installations nucléaires, donc lorsqu'on arrête une installation qui ne peut plus continuer à fonctionner pour diverses raisons, soit parce qu'elle est tout simplement sur sa fin de vie, soit parce qu'il y a eu des accidents ou des incidents qui font qu'elle ne doit plus continuer à fonctionner. Lorsqu'on va démanteler ces installations, démanteler, c'est déconstruire un bâtiment. C'est ce qui se fait dans la démolition. On enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur et on casse le bâti. On fait exactement la même chose dans le nucléaire, sauf qu'on assainit d'abord la matière pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination. Et ensuite, le gravat du béton, des murs, du plancher, etc. est un déchet. Et de même, toutes les gaines métalliques qui circulaient dans l'installation sont des déchets de la filière nucléaire. Aujourd'hui, la loi a été tellement précautionneuse qu'on a dit que tous ces matériaux dans l'installation nucléaire, même si on ne détecte pas de radioactivité sur ces matériaux, ils se doivent d'être classés radioactifs. Et on se trouve avec une aberration totale où on est en train d'envoyer
dans des installations de stockage de déchets radioactifs, des déchets qui n'ont pas plus de radioactivité que, j'allais dire, le granit sur lequel nous sommes. On n'a pas de granit ici, mais que l'environnement naturel, en fait. Donc ce sont ceux-là qu'on se permettrait, au travers du décret, de sortir un petit peu du dispositif, d'aller les enfouir dans des centres de stockage qui coûtent extrêmement cher et qui peuvent, d'un point de vue environnemental, devenir des vraies aberrations. Est-ce que vous pouvez préciser le temps de... après, je ne connais pas trop les catégories, mais par exemple du béton encore radioactif, le temps que ça met pour que, d'une manière naturelle, la radioactivité... Pour la décroissance. Ouais. Alors, le béton du démantèlement, comme je le disais, il n'est pas plus radioactif que la roche que vous allez rencontrer dans les Cévennes ou en Bretagne. Donc, certaines roches qu'on appelle des granites ou des roches magmatiques. Le temps de décroissance, ce sont des matériaux qui contiennent des radionucléides, donc des éléments chimiques radioactifs, qui, en quelques dizaines d'années, au maximum 100 ans, 300 ans, auront atteint un niveau de radioactivité qui est plus mesurable. À l'inverse des déchets qui aujourd'hui génèrent d'autres débats, qui sont les déchets dits de haute activité, pour lesquels la solution aujourd'hui envisagée, mais qui n'a pas été validée par le gouvernement, serait de faire de l'enfouissement à très haute profondeur, où là on a des déchets qui seraient radioactifs pendant 1000 à 10 000 ans. On n'est pas du tout sur les mêmes catégories de temps. Oui, il y a une question au fond. Il y a quelques années, j'avais vu un reportage à la télé sur des sous-marins nucléaires russes qui sont dans la mer de Mourmansk, et donc qui datent de l'époque de la guerre froide. Et les Russes à l'époque n'avaient pas eu l'argent pour enlever le cœur nucléaire, mais c'est plus que des bouts de roue, ils peuvent plus, il n'est plus question qu'ils puissent naviguer, et il commence à y avoir des fuites radioactives. Alors, les océans, là, ça peut s'étendre jusqu'où, ça? Alors, les poissons, très honnêtement, je ne connais pas du tout cet événement-là. Si on a effectivement une matière radioactive qui est au fond des océans et qui se dégrade et qui se disperse, il faudrait bien entendu évaluer le type de matière qui se disperse, parce que, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de différents types de déchets. On peut être au contact d'une particule radioactive sans être exposé à un risque majeur. Donc, il faut voir quel type de particule est concerné et ensuite la mobilité et les mécanismes qui gouvernent le transfert de cette particule. Après, si on est dans des océans, je dirais, pour essayer de dédramatiser cette situation s'il fallait, on est dans un milieu extrêmement infini et donc on aurait une dilution de la matière. Mais voilà, après, voilà, c'est du cas par cas. Il faut regarder, vous avez tous certainement entendu parler à un moment donné de la contamination en tritium de certaines eaux dans certains territoires français. Oui, contamination en tritium, c'est une particule, un noyau qui est radioactif, mais c'est un noyau qui a un type de radioactivité qui fait que la dose, enfin, les enjeux sur la santé humaine sont extrêmement faibles. Il faut savoir de quoi on parle avant de pouvoir dire qu'il y a un vrai danger. Mais du coup, en ce qui concerne le temps de décroissance de la radioactivité, peut-on dire que le risque il est permanent pour l'humain du coup ? Non. C'est la particularité des déchets radioactifs. Donc dans les déchets dangereux, on a des déchets chimiques, des déchets toxiques, etc. Et on a le déchet radioactif. La particularité du déchet radioactif, c'est qu'à un moment donné, à un temps plus ou moins long, tout dépend encore une fois de quel élément, quelle matière, etc., le danger n'existera plus. Parce qu'on a de la décroissance et que contrairement à un élément chimique qui est présent à vitam aeternam, du mercure, vous l'aurez aujourd'hui, vous l'aurez dans 100 ans, vous l'aurez dans 1000 ans, dans 100 000 ans, dans 1 milliard d'années. Il va rester mercure. L'élément radioactif, si je prends du césium, le césium, dans quelques milliers d'années, je ne le mesurerai plus. Parce qu'effectivement, il y a une décroissance et une transformation du noyau, en fait, intrinsèquement. Mais c'est parce que, du coup, la radioactivité est contrôlée ?
Non, non, c'est un phénomène naturel, hein, c'est la transformation même du noyau. C'est un phénomène nucléaire naturel qui fait que, au cours du temps, avec une loi qui est bien connue, on va voir la quantité de cette matière, de cet élément diminuer dans le temps, de façon totalement naturelle. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. J'aurais peut-être une question plus pour les intervenants en PSE. En PSE, c'est psychologie sociale et environnementale, mais comme c'est très loin à dire, on dit PSE. Est-ce que donc les déchets nucléaires, donc des déchets dits dangereux, des déchets qui font un peu peur, peuvent avoir des répercussions autres que des répercussions, des dangers physiques, comme on vient de discuter sur les individus, comme par exemple, pour comparer peut-être le changement climatique qui peut être une source d'éco-anxiété. Est-ce que les déchets nucléaires créent de l'anxiété ou des répercussions psychologiques chez les individus? Oui, certainement. D'ailleurs, en écoutant toutes ces explications, je me dis que de toute façon, même s'il y a dans la définition de la dangerosité, il y a cette base, on va dire scientifique, il y a une formalité dans la définition que l'on qualifie en général, voilà, comme une approche plutôt épidémiologique, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'impact, notamment au niveau de la santé, des milieux, mais aussi de l'humain, ou voilà, qui donne le critère un peu de base et qui devient le critère d'ailleurs légal aussi. Cependant, là, je me pose aussi les questions, et je vais revenir quand même à ça, parce que pour aller graduellement sur l'idée que même si on arrive à d'ailleurs se mettre d'accord, ça veut dire que c'est négocié. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension, on va dire, sociale, dans le sens où voilà, un seuil peut varier, et je suppose bien que, je ne sais pas si on change de pays, voire des régions dans le monde, on peut avoir des seuils qui peuvent varier. Je vois qu'on me dit oui, donc ça confirme mon intuition. Et donc voilà, quelque part, il y a cette dimension sociale et au fond donc psychologique, pour revenir à la question, parce que voilà, il y a certains moments où on acceptera des choses. D'ailleurs, dans la définition même de la perception du risque, en fait, il y a cette idée ce qu'on on est capable d'accepter individuellement, mais aussi collectivement, et donc voilà, même politiquement, à certains moments. D'ailleurs, avant de rentrer ici, on se disait, oui, voilà, en France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parler des nucléaires était plutôt, voilà, on allait vers une tendance à laisser tomber, on va dire comme ça, le nucléaire, alors que maintenant, depuis un certain temps, il y a un renouveau, il y a un intérêt nouveau, et voilà, donc on voit bien qu'il y a il y a cette dimension sociale. Donc je reviens donc à la question. Oui, bien entendu, de ce que je viens de dire. Donc psychologiquement parlant, il y a des choses qui peuvent être acceptables sur le plan individuel. Et d'ailleurs, j'irai sur un autre champ théorique en psychologie sociale environnementale, qui est aussi les représentations que nous allons avoir. Et quand on parle des représentations, il y a l'aspect imagé, donc il y a l'image et l'idée, le concept qui est derrière. Et donc d'ailleurs, je pense qu'on peut sous-entendre aussi dans certaines questions, dans certaines préoccupations. Et c'est pourquoi ça va diviser énormément, enfin ça va, comment dire, oui, créer des idées assez polarisées, en fait, des débats très polarisés, dans l'idée où effectivement il y a certains mots, certains termes que ne serait-ce que les prononcer, ça fait peur. Pour donner un élément un peu formel, l'IRSN, donc Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, voilà. Depuis très longtemps, d'ailleurs, on a remonté un peu l'histoire, c'est depuis les années 70, en fait, font le seul baromètre des perceptions du risque en France. Bien entendu que ça a évolué, etc. Mais c'est le seul registre, en fait, que nous pouvons avoir depuis très longtemps sur ces questions-là. Donc, ils vont demander aux Français, voilà, sur activités ou produits, etc. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on est autour des plus d'une cinquantaine en fait, d'éléments pour lesquels on va demander aux gens à quel degré ils considèrent qu'on est dangereux ou pas. Et on voit bien que, voilà, sur la question, par exemple, le nucléaire, comparativement à d'autres thématiques, alors le changement climatique plus récemment,
pour le coup, on n'a pas énormément de possibilités de comparaison, mais on a déjà quand même quelques éléments. Depuis quelques années, on voit bien que ça peut fluctuer. Et donc, c'est à cela où je pensais, effectivement, en parlant d'une construction sociale. Il y a des moments où le nucléaire était considéré comme très dangereux, et donc les gens, les Français, déclaraient se sentir très préoccupés par ces questions-là et avoir peur, on va dire, de ces activités. Et donc aujourd'hui, comme je disais, effectivement, on le voit à travers ces résultats de ce baromètre. En fait, ça descend au niveau des préoccupations. Et c'est d'autres événements, d'autres risques, on va dire, qui prennent, on va dire, la première place. D'ailleurs, c'est les risques économiques qui apparaissent en premier, suivi éventuellement par les risques sanitaires du type Covid, et ensuite par les risques naturels, et un peu dans tout cela, le changement climatique qui monte, qui descend, etc. Bref, vous voyez, il y a cet aspect fluctuant. Donc, il n'y a rien de très, une année en année, éventuellement, qui peut, socialement, on peut apprécier des différences. Et pour terminer, éventuellement, cet élément de réponse, c'est de dire que pour aller sur le plan aussi santé, mais plutôt santé mentale, on voit bien effectivement qu'il y a cette préoccupation grandissante, et vous me voyez venir, hein, pour utiliser les grands mots de l'époque, une forme d'anxiété qui peut apparaître aussi et que l'on voit de plus en plus liée non seulement à la question du changement climatique, parce que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à parler des éco-anxiétés, en fait, il s'agissait plutôt d'une anxiété climatique. Aujourd'hui, on a élargi le concept, et certains s'intéressent à voir cette forme d'anxiété liée à d'autres problématiques environnementales ou écologiques. Et donc, il y a des formes d'éco-anxiété qui vont être liées effectivement à ces risques qui apparaissent comme très importants aujourd'hui, mais surtout pour lesquels les perspectives à venir ne sont pas claires. Et non seulement qu'en l'écoutant ici, on n'a pas encore des règles sur les niveaux acceptables, ça peut, justement, ce type d'informations peuvent devenir en fait anxiogènes pour certaines catégories de la population, pour lesquelles en fait on peut considérer que les règles ne sont pas claires, les règles bougent un peu au gré aussi des intérêts économiques et politiques, et donc socialement et psychologiquement parlant, on peut être là à la source effectivement des formes d'anxiété grandissantes de certaines catégories de la population, voire une bonne partie de la population, si on veut. Je sais pas. Moi, si je peux juste rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, si on s'amuse un petit peu à faire une analyse comparative avec les autres pays qui détiennent l'atome, hein, qui ont donc aussi des déchets radioactifs, les autres pays ont des seuils de valeur d'activité en dessous desquels ils considèrent que le déchet n'est pas dangereux, donc pas radioactif, et au-dessus desquels il est considéré radioactif. On est quasiment les seuls. Il y a 2 pays au monde qui ont fait une stratégie de ne pas mettre de seuil, France et Espagne. Donc nous, en France, on considère qu'un matériau qui n'est plus utile et qui est donc déchet et qui a été dans un environnement nucléaire, donc susceptible d'être contaminé, même si on ne peut pas mesurer la contamination, est un déchet radioactif. Donc on a cette loi qui, voilà, notre cadre juridique qui est venu un petit peu placer le non-seuil des déchets radioactifs en France. Et aujourd'hui, au regard de toutes les problématiques de gestion que nous avons sur ces matières, avec, comme je le disais, des aberrations, où on se trouve à aller enfouir des bétons qui ne sont pas contaminés, ou à enfouir des aciers, alors que l'acier est une ressource de plus en plus rare. Aujourd'hui, on se dit, on va peut-être mettre un seuil, mais est-ce que la population sera prête à passer d'un zéro seuil à on va mettre un seuil, même si ce seuil est celui de la radioactivité naturelle. Donc, je me permets de continuer parce que là, ça nous fait penser à ce qu'on appelle, nous, le risque acceptable. Et acceptable pour qui ? Acceptable dans quelles conditions ? Et le rôle des normes, d'ailleurs, j'ai fait la même réflexion hier, le rôle de la norme est fondamental ici parce que la norme crée une référence, en fait. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que certaines normes sont de plus en plus contestées et on ne peut pas dire la légalité là, parce que ça peut être légal, mais comment pourrait-on dire excusez-moi, je cherche un mot. La justice, en fait, ce qui porte la norme, plutôt une norme peut être
aussi injuste, en fait, peut créer une injustice plutôt. J'essaie de trouver un terme derrière pour simplifier ça, mon idée, mais j'arrive pas. Vous m'excuserez. Hein. Bref, donc c'est la norme parce qu'elle est aussi construite socialement finalement et pour répondre à un élément particulier. Donc en fait, si je comprends bien, c'est une question. C'était le principe des précautions qui a prédominé pour l'instant, mais on est peut-être en train de se poser la question. Se dire qu'on a fait peut-être un peu trop. Bien, okay. Quoi. Ouais. Et c'est de là qu'est sorti le décret où on s'est dit certains matériaux faiblement contaminés, en fait, ce sont ceux qui n'auront pas été en contact de la matière, pourraient être valorisés. Et de là, en fait, est venu un autre phénomène dans toute cette problématique, qui est celui des médias, où on commençait à être publié dans la presse des informations de type « Ah, mais on va faire des casseroles avec de l'acier radioactif, on va se retrouver avec des marmites radioactives à la maison ». Donc à partir de là, sachant qu'aujourd'hui nous achetons tout notre aluminium, par exemple, est-ce que j'ai le droit de citer? Non, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité. Mais on achète aujourd'hui certains matériaux comme de l'aluminium ou du fer qui viennent d'autres pays qui, eux, ont des seuils d'exemption. Donc autant peut-être radioactifs. Oui. Juste, je voulais revenir un tout petit peu rapidement à la question de Camille. Hein, c'est ça? C'est Camille qui, à mon avis, concernait plus les déchets de haute activité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait d'autres risques notamment sociaux, puisqu'elle s'adressait aux gens, aux spécialistes de PSE. Oui, évidemment. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, un peu plus, presque 30 bientôt, il y a un laboratoire d'enfouissement à Bure, alors je ne sais plus quel département, la Moselle, la machin, enfin en tout cas... Haute-Marne, c'est un laboratoire de recherche. Oui, c'est un laboratoire de recherche, mais qui était appelé à devenir le centre... Non, pas du tout. Non, la loi l'interdit. La loi l'interdit. Et c'est bien d'ailleurs un souci, c'est que si on fait le centre d'enfouissement, on va déjà laisser tout ce qu'on a creusé et tout ce qu'on a construit pour le laboratoire souterrain pour aller faire un centre un petit peu plus loin. Oui, on n'a pas le droit d'utiliser le centre, le labo. Un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est ce territoire-là qui a été défini comme étant le futur... Le territoire sera défini. Le futur centre d'enfouissement. Et du coup, ça crée quand même depuis 25 ans des désordres, parce qu'il y a une présence des forces de l'ordre continue. Il y a des terrains qui se sont vendus, enfin qui ne valent plus rien du tout. C'est devenu un désert économique, parce que plus personne ne veut venir investir dans ces zones-là. Mais même plus près, hein. Moi j'ai discuté avec les vignerons du Tricastin, ils ont ce qu'ils appellent un accident d'image, c'est-à-dire d'avoir une centrale qui s'appelle centrale du Tricastin en face de leur vigne, ça ne leur a pas rendu un grand service. Donc l'appellation AOC Tricastin a été démonétisée parce qu'il y a une centrale qui porte le même nom. Donc ces choses-là, elles existent. Alors après, c'est peut-être surévalué. C'est-à-dire il y a peut-être une crainte. C'est la différence entre crainte, risque et danger. Ce sont des choses différentes. C'est peut-être intéressant d'ailleurs de l'évoquer là-dessus. Voilà, mais enfin voilà. En tout cas, il y a des désordres. Il y en a d'autres. C'est-à-dire qui ne sont pas directement de la santé, mais qui sont donc des désordres, des troubles à l'ordre public, comme disent prudemment les préfets en général. Oui. D'ailleurs, les inégalités sociales créées par la gestion des déchets, c'était une thématique qu'on voulait aborder par la suite. Notamment peut-être, si vous voulez en parler, Madame Cos. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, on peut parler de la notion d'injustice environnementale aussi, qui est un peu le phénomène que vous décrivez. Après, on a abordé tout à l'heure la question du déplacement des déchets à travers le monde. Alors, j'aimerais bien ton complément, par contre, parce que tu as dit que les déchets appartiennent à un pays. Pour autant... Ok, déchets dangereux. Parce que alors, du coup, à l'échelle plus large, pour revenir sur notre discussion du début de la surconsommation,
on a quand même un phénomène très clair qui illustre ça aussi, c'est que les déchets produits par globalement la zone occidentale, donc l'Amérique du Nord, l'Europe, étaient amenés à voyager plutôt vers la Chine. Puis au bout d'un moment, la Chine n'en a plus voulu. Et c'est des déchets maintenant qui se retrouvent plutôt vers le sud de l'Asie ou vers l'Afrique. Donc là, il y a vraiment un phénomène à l'échelle mondiale d'inégalité aussi, parce que pour le dire de manière très directe, l'expression n'est pas de moi, mais on peut considérer parfois que certains pays sont la poubelle d'autres pays. On aurait exactement le même phénomène à l'échelle, si on considère le changement climatique, où les plus responsables, finalement, créent des conséquences qui affectent davantage d'autres pays qui sont beaucoup moins responsables de ça. Mais au niveau des déchets, c'est quand même un petit peu la même chose. Les gros producteurs de déchets ne conservent pas ces déchets sur leur zone. Pas très joli, pas très pratique. Et ça crée effectivement une inégalité. Alors là, au niveau mondial, après, sur une zone plus locale, effectivement, en termes d'image, en termes de valeur du territoire et d'image du territoire, ça a des conséquences très importantes. Vous l'illustrez très bien avec vos exemples, mais il y a des territoires qui peuvent être... ça va très vite dans la pensée sociale. Une association, un territoire est complètement associé à quelque chose, on focalise là-dessus et ce territoire... Donc là, c'est plutôt en termes d'image sociale. Après, il y a des conséquences plus concrètes aussi de certains territoires qui sont plus exposés par rapport à la question des déchets. On pourrait le dire plus largement aussi sur le changement climatique. Donc voilà, moi c'est vrai que par rapport à la question des inégalités sociales, ce qui, je pense, qui serait d'emblée intéressant, c'est d'évoquer la situation à l'échelle mondiale, même si des cas plus locaux sont importants aussi. Mais c'est vrai que cette situation, on devrait être responsable, pour le coup, de tous nos déchets, pas que les déchets dangereux. Pourquoi on a cette limite-là ? Ça ferait une réflexion d'emblée sur l'aspect production de déchets. Si on ne peut pas les égarer, à droite à gauche de par le monde, dans quelle mesure on considère qu'on va en produire autant. Et juste sur un dernier point, on peut réduire complètement l'échelle et se trouver à l'échelle du noyau familial, où il y a quand même cette perception que le déchet, une fois qu'il est dans la poubelle, il n'existe plus de ma sphère dans le quotidien pour quelqu'un on va dire, c'est pas quelqu'un qui est amené à réfléchir tout le temps à ces questions-là. Quelque part, à l'échelle mondiale, c'est un petit peu pareil. On les met ailleurs, hop, on les oublie, c'est réglé, et on se préoccupe moins en fait du devenir de ces déchets. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de ces transactions, je dirais, de déchets de pays à pays, mais est-ce que justement, lorsque un pays... Alors, je pensais par exemple au carton, où à un moment donné, donc, les cartons étaient envoyés en Chine pour produire un certain nombre de moyens de consommation autres. À ce moment-là, le carton que, par exemple, la France produisait était envoyé en Chine n'était pas une matière sous le statut de déchet. C'était quelque chose qui était revendu. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose à regarder en termes justement de statut de cette matière au moment où on la fait transiter d'un pays à un autre. Parce qu'il me semble bien, mais là j'avoue que je suis à la limite de mon expertise, mais il me semble bien que chaque nation est responsable et détentrice de son déchet. Donc si elle le vend, c'est que c'est plus un déchet, c'est une matière, une ressource première. Une ressource, pas forcément première. Et oui, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut constater que ces flux, ils allaient quand même vers la Chine à une époque qui, se développant, au bout d'un moment, ne souhaite plus travailler ces matières-là un peu pauvres et faire ce travail-là, et a plutôt pris une direction comme les pays plus développés. Donc c'est vrai que finalement, le déchet, de par sa circulation, il signale aussi d'où il part. Il part quelque part plutôt des personnes qui veulent s'en détacher parce qu'ils peuvent acheter autre chose, produire autre chose. Et il arrive plutôt au niveau des personnes ou des pays en fait, qui n'ont que ça pour continuer à se développer. Et ensuite, quand ces pays, au contraire, continuent, se développent davantage et suivent le modèle des plus développés, ils ne veulent plus s'emparer de cette matière-là. Donc c'est assez symbolique quand même. Et j'aimerais bien rebondir parce qu'effectivement, pour reprendre le propos de début, effectivement,
Une fois qu'il y a le déchet, ce qui est intéressant après, c'est ce que l'on fait, surtout le faire disparaître. Et alors, donc soit on le transforme en matière, et donc on fait du business avec. Ça, effectivement, c'est ce qu'on est en train de... On peut apprécier. D'ailleurs, alors c'était une émission, donc ça ne vaut rien ce que je dis, hein, mais une émission dédiée à cela. On a appris, en regardant ça, que les déchets plus réutilisables et justement valorisables par ces matières-là, en fait, étaient amenés, même dans des pays nordiques, pour être brûlés. Donc en fait, ça devient du combustible, entre guillemets, parce que c'est pour je me souviens plus exactement, mais voilà, mais c'est pour être brûlé, c'est pour créer l'énergie, en fait. Voilà. Mais voilà, ce qui est au fond de tout ça, et l'idée de la poubelle, ne serait-ce qu'à la maison, mais finalement, parce que là, ça m'intrigue beaucoup cette idée de l'enfouissement. C'est voilà, comment ne plus voir, donc là, c'est cette dimension de comment ne plus voir, en fait, comment faire disparaître, ne serait-ce que l'image même de ça. Et donc déjà, pour tout déchet, de façon générale, mais des déchets dangereux. Et je reviens à mon idée tout à l'heure en termes des représentations. Donc je pense que des déchets dangereux, il y a deux types de représentations en fait, qui nous intéressent. Une, l'accident, donc la catastrophe, pourquoi pas. Hein. Et là, effectivement, pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, la peur finalement, la crainte importante en fait, par rapport à ces matériaux-là, c'est le fait que ça peut engendrer des catastrophes importantes. Et là, on est face à ce que nous, on appelle une sorte d'amplification du phénomène, comme quoi, d'ailleurs, je vais aller sur un terrain assez délicat, mais dans le rapport géopolitique actuellement par rapport à la Russie et l'agression qui est en cours, dans le discours géopolitique, ça joue beaucoup pour l'instant maintenant. Avoir l'arme nucléaire ou pas, et son utilisation, etc., ce qui va devenir Zaporizhzhia, ça s'appelle, la centrale nucléaire, effectivement. Voilà. Donc on est un peu là, effectivement. On a tellement peur de ce truc-là. Et voilà, Tchernobyl, et les derniers accidents, tsunamis au Japon, etc. Voilà. Tout ça, ça permet de créer cette peur collective, cette peur... alors qu'elle est fondée, infondée, etc. Je pense que ça ne sert à rien d'aller dans ce registre-là. Elle existe, cette peur-là. Donc, d'une part, il y a cette représentation de l'accident et avec tous ces événements-là. Et de l'autre côté, il y a à un niveau plus micro, effectivement, donc, qu'est-ce que l'on fait de ces déchets-là? Et l'enfouissement, c'est l'occultation, c'est enterrer le problème. Voilà un petit peu aussi dans le registre linguistique aussi, qu'est-ce qu'on fait et cette méfiance éventuellement grandissante finalement sur ce type de techniques. Donc on a à la fois peur de l'accident, peur de ce que ça va devenir ces déchets une fois enfouis. Et je veux rajouter encore un élément ici qui est une dimension psychologique qui nous paraît importante, que l'on a plus ou moins laissé entendre, mais on n'a pas encore dit, la confiance. La confiance en fait que l'on a, ou que l'on n'a pas d'ailleurs, offert soit les institutions, les acteurs en fait qui ont, on va dire, cette responsabilité et qui sont finalement qui sont ceux qui vont décider à un moment donné où on met le curseur, le seuil et la réglementation. Oui, j'ai juste une petite question. Je suis désolé, je vais revenir un peu en arrière, mais c'est un peu en lien avec les questions du monsieur. Parce que dans votre définition du déchet dangereux, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné. J'ai l'impression que vous prenez la définition juridique française telle qu'elle, sauf qu'en même temps, vous avez remis en question la loi sur d'autres points en disant qu'il y avait des aberrations. Donc à quel point cette définition juridique se base sur des éléments scientifiques, et quelle différence vous faites entre la définition du danger et la définition du risque, où il y a l'idée d'aléa et d'enjeu? Alors, pour le premier point, effectivement, la définition réglementaire d'un déchet dangereux, comme je le disais, c'est une liste, donc on peut tout à fait prendre cette liste, analyser un matériau et regarder sa composition, faire une adéquation, est-ce qu'il a telle ou telle matière dangereuse, et on répond facilement à la question. On ne s'appuie pas que sur cette simple approche. Il y a cette réglementation qui permet de cadrer, mais comme je disais, nos technologies évoluent, la science évolue, la société évolue, et on peut découvrir beaucoup de matières en peu de temps. Donc on peut se retrouver face à des matériaux pour lesquels la question de la dangerosité reste vraiment ouverte. Et on n'a pas
définition juridique, réglementaire qui peut être démontrée. Donc dans ce contexte-là, on va dans une approche scientifique, on va faire toute une série de tests pour essayer de voir comment ce matériau va réagir et essayer d'analyser tous les scénarios possibles dans lesquels il pourrait présenter un danger ou pas. Et donc ça peut nous amener au-delà de la liste, la fameuse liste exhaustive, non exhaustive, pardon, ça peut nous amener à reconnaître des matériaux qui n'ont absolument pas le fameux pictogramme explosif ou toxique ou quoi, et le définir comme dangereux. Je vais donner un exemple extrêmement précis. Je vous parlais tout à l'heure des sédiments, des boues qu'on peut draguer dans les fonds des canaux, dans les fonds des ports. Ce sont des matériaux qu'on récupère à l'issue d'opérations assez communes qui sont réalisées par les acteurs maritimes ou par les acteurs comme Voies fluviales, etc. On va tout simplement enlever ces boues dans les fonds des canaux, dans les fonds des ports, pour faire de la place, pour laisser les bateaux passer, pour faire des aménagements, etc. Et on récupère ces boues ou ces sédiments avant même de trouver... Je crois que le micro est en train de me lâcher. Avant même de les orienter vers une filière X ou Y, on va vraiment regarder comment ces boues vont réagir dans l'environnement au contact de telle ou telle matière, au contact de tel ou tel composant, pour savoir si elles peuvent présenter un danger pour l'homme ou pour l'environnement. Alors qu'elles n'ont pas un pictogramme toxique, elles n'ont pas un pictogramme radioactif, etc. Donc on est obligé, on va dire, quand on a un regard scientifique sur la gestion des déchets, on est obligé, dès lors qu'on veut considérer une matière comme non utile et donc à gérer spécifiquement, de mettre en place des procédures. Alors il y a des guides qui nous orientent dans certaines procédures. Parfois, il faut être un peu innovant et c'est à nous, scientifiques, de donner aux décideurs de l'État et de donner à la législation les pistes pour créer de nouvelles lois ou pour créer de nouveaux codes. Donc il faut voir l'acteur scientifique comme étant pas un facilitateur, mais quelqu'un qui va vraiment faire jouer les règles. On s'appuie sur les règles parce qu'elles sont là, parce qu'elles existent, parce qu'elles donnent un cadre, mais on n'a pas des œillères, je sais pas, on est bien limité en fait. On sait que les lois, les seuils ont des limites, qu'il faut regarder au-delà de ces seuils. Donc c'est un petit peu cette démarche-là qu'on peut faire et qui peut-être répond à votre question sur le fameux déchet dangereux et cette fameuse définition réglementaire. Pour revenir sur la question des inégalités, comment faire en sorte que les opinions de tous soient prises en compte lorsqu'il est question de prendre des décisions politiques sur les déchets dangereux ou sur leur gestion? Donc la question posée, c'est comment se mettre d'accord par rapport à des décisions politiques, c'est ça? Par rapport aux déchets dangereux, on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont très clivantes. Le nucléaire, c'est un bon exemple. Honnêtement, je ne saurais répondre à la question. Je pense que c'est le fruit d'un travail qui n'est pas forcément fait ou respecté, tel que de la concertation citoyenne, mais porté jusqu'au bout. Alors, les choses pourraient quand même peut-être un peu bouger. Je sais que la ville de Lyon, par exemple, va faire une opération de concertation citoyenne plus large, mais je pense que c'est un processus qui pourrait permettre que les décisions politiques se situent en toute fin comme justement le fruit d'un consensus suite à des délibérations et à des choses qui permettent aussi aux gens de s'approprier des contenus qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Parce qu'il y a des prises de position, on parlait tout à l'heure de représentation sociale, on a parfois des prises de position des personnes, des groupes sociaux, qui sont complètement indépendantes d'une connaissance technique. On reprend de ce qui est dit, et donc de la connaissance sociale, mais qui ne permet pas forcément de se positionner par rapport à la décision publique, qui, elle, intervient quand même, peut-être pas à mi-chemin, mais qui prend en compte les données techniques et scientifiques.
Donc, comment je ne saurais répondre mieux à la question, mais je pense qu'aller peut-être déjà vers l'explication, le repérage de certaines peurs, des mots qui cristallisent, d'aller essayer d'expliquer ce qu'il y a, de donner un peu d'éléments techniques en vulgarisant, et ensuite de passer, oui, par des processus consultatifs et participatifs. Oui, qui existent. Mais qui existent. Bon, ils existent en tant qu'outils, mais après, bon, ils sont pas toujours. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, par exemple, toujours sur les déchets radioactifs, hein, en France, on émet tous les 4 ou 5 ans, je ne sais plus la durée, mais on émet un plan national de gestion des déchets et de la matière. Et avant de publier ce plan, de décider d'un plan et d'une stratégie, il y a une commission qui porte ce plan et qui établit des débats publics à différentes échelles en France. Après, on est face à une autre problématique, c'est comment communiquer auprès de la population que ces débats existent, qu'ils leur sont ouverts et proposés et qu'ils peuvent y participer. Parce qu'on va se retrouver finalement avec des débats où on a pratiquement toujours les mêmes acteurs et finalement on ne fait pas vraiment avancer les choses. Donc il existe un certain nombre d'instances, de commissions à l'échelle locale, à l'échelle plus nationale, mais c'est vrai que c'est très très compliqué à faire vivre. Oui, mais c'est un peu la même chose que si on fait un débat autour de l'environnement, on aura surtout des gens mobilisés déjà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment cette notion de débat où on devrait avoir l'ensemble des personnes qui sont concernées ensuite par la décision politique. Il y a une espèce de règle. En fait, plus l'équipement est problématique, moins il y a de vrais débats. Là, c'est M. Macron tout seul qui a décidé qu'on allait reconstruire des centrales nucléaires. Il l'a débattu avec personne. Oui, je voulais réagir. Ça me faisait penser à une chose, en fait. Pardon pour la petite anecdote. Toujours l'IRSN. Institut National de Sciences Nucléaires. Et les gens qui travaillent autour de cette idée de ce baromètre, en fait, parce que la question de la perception de risque, on a compris, ça les intéresse. Et ils veulent pouvoir l'intégrer aussi dans leurs réflexions. Desmond nous sollicite depuis l'année dernière. Je ne sais pas s'ils ont trouvé. Ils demandent à un spécialiste, en fait, en sciences humaines, sciences sociales et humaines, en fait, pour traiter la question de, comment pourrait-on dire ça, de la méfiance. Alors, il y a le terme qui est utilisé par les médias qui est la défiance, en fait, plutôt. Mais moi, je préfère plutôt méfiance, parce qu'avant de parler de défiance, il y a la méfiance avant quand même, du grand public, en fait, envers la science. Donc, je parlais tout à l'heure de la confiance envers les institutions, de la part du public par rapport aux institutions, donc responsables de la gestion, les politiques, mais aussi autres. Et à l'inverse, en fait, ces institutions s'intéressent à justement la méfiance des populations, enfin des grands publics envers la science. Parce que, alors, ça, c'est un élément pour moi, un indicateur, mais il y a un autre élément pour moi dans cette idée de la confiance. Et à propos des concertations, parce qu'on le voit quand même beaucoup par rapport à plein de risques, en fait. Là, j'ai en tête des choses qu'on a accompagnées sur les risques côtiers, rien à voir, mais le problème est fondamental le même. C'est-à-dire que lorsque ça touche à des décisions importantes, sensibles et clivantes, voilà, on commence à se demander comment communiquer et ils commencent à nous demander comment faire pour que les gens acceptent, dans la fameuse acceptabilité sociale, certaines mesures. Et en fait, moi, ce que je lis derrière ça, c'est que cette histoire de la confiance ou la méfiance, en fait, elle est aussi de la part des institutionnels envers la population. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc, c'est vrai que nous, on s'intéressait à un moment donné à la confiance des populations envers les institutions, mais finalement, je suis en train de me demander, peut-être qu'on devrait s'intéresser davantage de la méfiance des institutions envers les populations. Et ce qui crée finalement ce climat, éventuellement, qu'on est en train de
d'intuire ici, de se dire finalement, est-ce qu'on communique pas assez, on communique pas bien, on évite de communiquer pour éventuellement pas trop faire du bruit et pouvoir gérer sans trop de difficultés et prendre des décisions. Donc moi, pas une prise de position. Donc pour revenir à la question, voilà, dans un cadre idéal, je pense que nous avons des théories et des explications pour ça. On pourrait, il y a des outils, des instruments, pourquoi pas une convention citoyenne, encore une fois, si on a bien aimé ce genre de choses. Mais voilà, mais in fine, à quoi ça amène ? Et est-ce qu'il n'y a pas justement ce climat de méfiance un peu des part et d'autre ? Finalement, il n'y a pas que d'une part, il y a des parts et d'autres. En fait, on se regarde un peu méfiant, on va dire, voilà, il y a du complotisme dans l'air, il y a des conflits d'intérêts dans l'autre, etc. Vous voyez, donc je pense que ça rend très difficile l'action politique, l'action publique, et je pense que les sciences politiques pourraient éventuellement nous aider à comprendre là-dessus. Je m'arrête. Il me semble qu'il y avait une question dans le public. Ouais, alors la question va elle va pas être très très claire. C'est donc il y a un institut de contrôle concernant les déchets radioactifs nucléaires et un institut de recherche. Je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup j'ai entendu que sur les centrales nucléaires, des recherches sur les centrales nucléaires. En fait, j'aimerais juste avoir des informations concernant un potentiel, ou je ne sais pas si ça a été fait, une fusion entre le contrôle et la recherche, et de là comprendre un peu les enjeux politiques qu'il y a derrière et les dangers potentiels qu'il y a. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. En fait, il y a, au niveau de la gestion des déchets, il y a l'ANDRA, qui est vraiment le responsable des déchets, qui doit mettre en œuvre des solutions, qui doit réfléchir à des solutions, les mettre en œuvre et les rendre opérationnelles pour la gestion de tous les déchets radioactifs de France. Ensuite, l'ANDRA, donc, qui est un statut d'établissement public, va s'appuyer sur des organismes de recherche pour mener l'ensemble de l'expertise liée à telle ou telle solution envisagée. Et ce sont les décisions de ces organismes de recherche qui lui sont remontées. Et ensuite, l'ANDRA décide, effectivement. Avec, par contre, la validation du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide in fine. Les organismes de recherche sont nombreux. Il y a des organismes universitaires, où on a des équipes de recherche qui vont travailler aux côtés de l'ANDRA ou en parallèle de l'ANDRA pour essayer de démontrer tel ou tel phénomène. Et il y a deux grands organismes dont je pense que c'est ceux dont vous voulez parler. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, qui prend des décisions. Donc l'IRSN va effectivement avoir pour mission plus une approche de recherche, d'analyse, d'expertise, et l'ASN une approche de validation et de décision. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le gendarme du nucléaire. Donc c'est de ça dont vous vouliez parler, c'est ça ? Sûrement. Voilà. Peut-être que mon collègue il a plus d'informations à poser dans une question peut-être plus ou moins similaire. C'est ça, l'ASN est effectivement aujourd'hui l'ASN et l'IRSN fusionnent, donc pour ne devenir qu'un seul et même établissement, dont les statuts ne sont pas complètement arrêtés, etc. C'est-à-dire donc de ne pas cliver effectivement le lien entre la recherche et la décision. Je ne vais pas m'exprimer, je n'ai pas donné mon avis sur cette fusion. Ça génère énormément de débats, de postures qui sont très très différentes. C'est un peu complexe et très honnêtement, moi aujourd'hui, je n'ai pas d'avis sur cette situation. Je ne peux pas dire que c'est très bien, c'est chouette, c'est génial, ça va nous aider. Ou au contraire, ça va nous mettre des épines dans les pieds. Honnêtement, non, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour voir les enjeux. J'ai des collègues qui travaillent à l'IRSN qui me font part un petit peu des conséquences plutôt concrètes sur leurs activités au jour le jour. Pareil, des collègues à l'ASN qui font les mêmes retours. Mais après, les enjeux plus stratégiques, honnêtement, je ne les maîtrise pas. Ok. Et bon, donc pour basculer sur la question du futur un peu, j'aurais peut-être une dernière question sur la transmission et notamment comment on peut prévoir la transmission par rapport aux déchets dangereux à travers le temps
en prenant en compte l'évolution des sociétés, l'évolution des langues, l'évolution des politiques. Comment s'assurer de la transmission par rapport aux déchets nucléaires? C'est une excellente question, extrêmement problématique. La transmission d'un savoir, d'un process aussi qui a été mis en place sur des échelles de temps qui sont de plusieurs centaines d'années, milliers d'années. On peut tout simplement regarder derrière nous et se dire, on est aujourd'hui au musée de la Romanité, qu'ont fait nos ancêtres les Romains. On a déjà beaucoup de difficultés à comprendre sur des échelles de temps qui semblent toutes courtes par rapport à ce qu'on attend sur un enfouissement. Alors là, on parle des déchets de haute activité, on n'est pas sur les générations de très faible activité. Globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur le sujet, avec beaucoup de pistes qui, très honnêtement, sont à l'échelle expérimentale, vraiment ne sont pas rendues opérationnelles et n'ont pas vraiment démontré toute leur capacité. L'idée aussi du stockage géologique profond, c'est de partir sur ce qu'on appelle de la réversibilité sur une période de 100 ans. C'est-à-dire que pendant 100 ans, on va faire de ce centre de stockage un centre qui sera actif. Donc en fait, la mémoire du centre sera transmise de salarié en salarié, si je peux faire très très simple. Donc sur 100 ans, au moins, on va garder cette mémoire au travers de la continuité de l'activité. Ensuite, le centre, quand il sera fermé, l'installation, quand elle sera fermée, sera surveillée 300 ans. Donc il y aura une personne qui va être là à la loge, qui va surveiller le centre et qui va passer les informations. Donc l'information sur l'existence du centre, elle sera là. Là où est la difficulté, c'est l'information sur vraiment le contenu et tout ce qui aura été fait dans ce centre. Et ouais, c'est une vraie problématique et je n'ai pas là du tout la solution. Et sinon, on ne créerait pas des projets de recherche sur le sujet, je crois. Moi, en fait, sur cette image, plutôt que l'idée même, parce qu'effectivement, la réponse est très compliquée, moi, je suis en train plutôt de penser à quelque chose de très concret dans l'évolution, et d'ailleurs dans des temps qui ne sont pas si longs que ça, finalement. Parce que le changement climatique, je suis en train de penser vers Saint-Brieuc, je crois que... Non, c'est pas Saint-Brieuc. Des communes, en fait, littorales dans l'Or-Atlantique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, des anciennes enfouissements de déchets ménagers, enfin, classiques, etc., du fait de l'érosion côtière, en fait, sont en train de se faire ouvrir. Et donc là, on a des images catastrophiques et finalement, on ne fait que regarder parce que ça n'a été ni anticipé et bien entendu, maintenant, on n'a ni les moyens, ni on ne sait pas comment faire. Donc il n'y a pas une anticipation, mais à tous les étages, c'est-à-dire ni technique, ni financier et encore moins, on ne savait pas qu'il fallait faire. Donc les élus actuellement sont en train de vivre quelque chose, des choix faits, enfin pas si longtemps, une cinquantaine d'années avant en fait, c'est pas non plus énorme en termes de temps. Donc voilà, je pense à ça. Alors bien entendu le registre, et là ce que tu nous racontes, ça a l'air d'être un peu plus, mais c'est vrai que d'un point de vue plutôt de la pensée sociale, comme on dit, on ne peut pas ne pas penser à ces changements qui peuvent arriver et que le jour d'aujourd'hui, en fait, on ne maîtrise pas du tout. Donc on a beau avoir des éléments de modélisation, c'est maintenant climatique et compagnie, météorologique éventuellement, mais voilà, typiquement ce genre d'exemples qui nous ramènent en fait à l'idée des déchets, je disais tout à l'heure, des déchets qu'on a voulu occulter, peut-être sans trop se prendre la tête, de façon la plus simple qui nous paraissait à l'époque, ou éventuellement avec toute une réflexion, on voit aujourd'hui que les limites de la chose, et en parlant des générations à venir, du coup on lègue le problème finalement. Oui, alors effectivement, peut-être que c'est une particularité aussi des déchets dangereux radioactifs, c'est qu'ils pose tellement de questions, de débats, de clivages, que la moindre gestion autour de ces déchets est réfléchie en prenant en compte
le maximum de scénarios. Après, on n'aura certainement pas tout imaginé. Hein. On le voit avec les retours d'expérience que tu signifies. On va peut-être identifier d'autres scénarios dans le futur qui n'auront absolument pas été réfléchis. À ce jour, sur le stockage géologique profond, comme sur d'autres installations de stockage pour les déchets radioactifs d'autres catégories, ces phénomènes d'érosion ont été considérés avec les modélisations actuelles, hein, bien entendu. Et justement, les concepts retenus prennent en compte les résultats de ces modélisations pour essayer donc de s'affranchir du scénario catastrophe tel que tu décris. Donc ça a cet avantage de se dire on est justement face à un déchet qui pose tellement d'enjeux hein, pour notre environnement, pour notre société, sur tous les points de vue, hein, techniques, sanitaires et autres, financiers, qu'on va regarder le maximum de périmètres, de scénarios pour son futur. Mais encore une fois, je ne suis pas persuadée qu'on ait envisagé tous les contextes et que nos modélisations soient parfaites au cordeau, quoi. Je vois qu'il est déjà tard, c'est passé vite. Et je voulais vous demander si pour conclure la soirée, vous auriez une dernière remarque ou une ouverture même pour clôturer tout ce qui a été dit ce soir.